Cette conférence sur l'avenir du travail, on va faire en sorte que ce soit gai, voilà, sur un sujet assez fort, pouvant peut-être être aussi assez lourd et qui est en pleine évolution. Donc aujourd'hui, avec nous pour parler de l'avenir du travail, il y a donc Sylvie Denis, qui est écrivaine, qui publie aux éditions La Talente et d'ActuSF, qui a écrit notamment L'Empire du Soleil et La Saison des Singes, L'Empire du Sommeil, pardon, et La Saison des Singes aux éditions de La Talente. À côté, il y a Anne Larue, qui est auteur aussi chez la Talente, et qui a écrit La Vestale de Cadix, paru en 2011, si je ne m'abuse. Il y a Richard Morgan. Donc Richard Morgan, c'est l'English Touch de la conférence, donc auteur anglo-saxon britannique, qui est connu pour avoir écrit le roman Carbone modifié et Black Man, qui avait reçu le prix Arthur C. Clarke. Donc Richard va parler en anglais. Il est possible, normalement vous pouvez récupérer au fond de la salle des casques de traduction pour ceux qui ne comprendraient pas l'anglais, et c'est le channel numéro 1. Voilà. Et pour les anglophones dans la salle, le channel numéro 2, s'ils voudraient suivre les débats en français. Et enfin, Dave Calvo, autrice chez La Volt et designer de jeux vidéo, qui vient de publier Toxicorama, je crois, chez La Volt. Pardon, Toxoplasma, c'est le matin, voilà, chez La Volt. Alors, on va parler aujourd'hui de l'avenir du travail. C'est un sujet d'actualité. On a beaucoup parlé du travail récemment, la loi travail, on parle de révolution, il y a la révolution numérique, ubérisation de la société, le digital labor, les différentes réformes du travail. On serait tous, paraît-il, des entrepreneurs. Donc voilà, il y a plein de choses qui vont évoluer, mais je rappelle quand même les chiffres du chômage, environ 6 millions de personnes qui n'ont pas encore d'emploi. Donc quel avenir pour le travail, on sait tout ça, et avec l'avancée technologique. Et justement, j'ai demandé à chacun des intervenantes et intervenants qu'est-ce qu'ils pensent, pour commencer, comment ils voient le futur du travail. On va commencer avec Anne Larue. Comment vous imaginez ça? Alors l'avenir du travail, c'est très simple. Le produit national brut prendra en compte en positif l'éducation, la santé et autre chose de les prendre en négatif comme des dépenses. Par ailleurs, le travail des femmes à la maison sera enfin considéré. Les femmes auront un salaire, les femmes, je veux dire, ce qu'on appelle les ménagères. Du coup, la dichotomie entre ménagères et femmes qui travaillent tombera à l'eau. Les idées que Silvia Federici et toute l'équipe de réflexion italienne sur les questions développent depuis 1977 seront enfin entendues. Bref, comme vous le voyez, l'avenir du travail est absolument radieux. Très bien, c'est encourageant. Dave Calvo, quel avenir pour le travail? Déjà, je voudrais qu'on définisse le travail, parce que c'est difficile de se positionner vis-à-vis de cette question tant qu'on ne sait pas ce que c'est que de travailler. Moi, tu as dit par exemple, tu as parlé d'emploi. Pour moi, travail et emploi, c'est pas la même chose. Je crois qu'on a été dépossédé de la notion de travail dans nos sociétés libérales. Je pense que l'enjeu de ce débat, c'est aussi de comprendre ce que c'est que notre rapport au travail, ce que c'est que cette chose qu'on se sent obligé de faire pour exister, en fait, quoi. Donc moi, j'ai du mal à me dire qu'il y a un avenir du travail sans essayer de comprendre ce qu'est le travail aujourd'hui concrètement. Ici, nous, on est occidentaux et occidental, et donc on est centré là-dessus. Mais le travail en Afrique, ça n'a rien à voir avec ce qui se passe ici. On est dans une logique aujourd'hui pas de remplacement du tout, mais non plus de complémentarité, mais de dissolution du tissu du travail. Et il y a beaucoup de gens qui se paument là-dedans, et notamment pour les générations qui arrivent, c'est très difficile d'envisager quoi que ce soit, parce que là, pour le coup, il n'y a plus du tout de repères par rapport à ce qu'on est censé faire ou pas faire, quoi. Donc je pense qu'avant de parler de l'avenir du travail, moi je pense qu'il faut parler du présent du travail. Parce que c'est pas du tout évident pour tout le monde que le travail, c'est pas forcément l'esclavagisme, c'est pas forcément le salariat à tout prix. Voilà. Sylvie Denis. En tant qu'auteur de science-fiction, je ne peux pas ne pas parler de l'avenir. Pour moi, le travail en tant que tel, ce qu'il faudrait, c'est qu'il disparaisse, comme dans un bouquin de Michael Moorcock qui s'appelle « Danseur à la fin des temps », et lequel les richesses étant telles et le pouvoir procédé par les humains étant tel que personne ne travaille. Tout le monde se livre à des activités en général artistiques, fait de la musique,
s'occupe avec ses amis, enfin vit une vie que vivent certaines personnes qui ont un peu d'argent sur cette planète. Sauf que c'est tout le monde. Alors effectivement, c'est très loin dans le futur. Mais si on n'envisage pas le futur et si on ne regarde pas le présent pour voir ce qui est en germe, on risque de rester coincé dedans. Et ça m'ennuierait beaucoup. Alors justement, pour rebondir sur ce que dit Sylvie, en 1977, le groupe Adret avait quand même écrit un bouquin qui s'appelait « Travailler 2 heures par jour », qui mettait en évidence le caractère absolument débile des 3/4 des choses qu'on appelle travail. Et je crois qu'il y a eu encore un autre livre plus récent qui s'appelle « Travailler 1 heure par jour ». J'ai constaté dans le cadre de mon propre travail à quel point les 3/4 des choses qu'on fait faire aux gens sont absolument vides. Et en fait, on entretient finalement les gens, on les oblige à travailler uniquement pour les occuper. Donc là, je crois qu'il y a quelque chose effectivement dans la suppression générale et définitive du travail qui nous rapprocherait, je ne sais pas, du modèle d'un chien, par exemple, qui ne travaille pas et ne s'en porte pas plus mal. Certains animaux, ou un chat c'est encore pire. Hein. Je vois que tu as adopté le principe de Fabrice Chotin, auteur de science-fiction. Les chats, c'est vraiment des branleurs. Moi, je crois que c'est quelque chose qu'il faut vraiment voir de façon plus claire, plutôt que de continuer à être dans une logique du travail. Voilà. Richard. Okay. Well, first thing to make clear is that science fiction writers have a really bad track record when it comes to predicting the future. We almost always get it wrong. It's not our job. And so I'm very wary of trying to extrapolate too much. I think there's no question that automation is coming in a big way. How soon it's coming is up for grabs. I mean, there are, as with all these debates, there are people who say, oh, you know, in 10 years' time we're going to have 40% unemployment across the Western world, and all cars will be automatic, no one will have driving jobs, doctors are going to disappear because algorithms will have taken their job. It's not that these things aren't coming, I think they are coming, but I'm pretty sure that A, it's going to take longer than the technophiles believe, and B, when it arrives, it won't be in the form that we think it's coming. Because that's always the way. The future is never quite what you think it's going to be. There's always, because it depends on factors that haven't yet arisen. And that, again, that's why we're so bad at prediction. William Gibson, who is my god as far as science fiction writers are concerned, envisaged a future 200 years from the 1980s. And in many ways he got the texture and tone absolutely perfectly right. But he didn't envisage mobile phones, which he'll freely admit. And that's such it's such a massive part of how we exist today. But if you go back to the 1980s, it just wasn't on the map anywhere. You can say the same thing of the personal computer. If you go back to the 1950s and 60s, you have executives at IBM, and you would think that those guys would know what they're talking about, saying, yeah, can't really see a need for more than about 5 computers globally. That is not the future that we ended up with. Obviously, the parameters shift, and the future doesn't necessarily look anything like the present. So you can't, it's tough to predict, and I try not to too much. In fact, most of my futures are set several centuries ahead, so that when I'm proven wrong, I'll already be dead, and won't have to answer awkward questions on panels like this. So anyway, yeah, back to the point. Automation is coming in a big way, but it may be a while. The automated self-driving cars are not proving quite as reliable as everybody thought they would be. And there is a second issue with the cars, which I would pick up on, which is that, I don't know about you guys, but I like driving. I enjoy it. Now, I appreciate that's not everybody, but I think there's a fair percentage of the population who are with me on this, that driving a car is actually a pleasure. So you've got to factor in the human element, and in fact the big issue is going to be to how we factor that human element in. I see one basic problem, and that is that, again, as we're not very good at predicting the future, we're also not very good at unlearning old paradigms. And we are going to have to unlearn a lot of old paradigms. We're going to have to accept that in order for our societies to continue in a form that's more or less recognizable, we have to take away the emphasis from earning. Because our societies are built upon the assumption of consuming. We are all consumers now. And that's why our economies are supercharged.
in order to consume, you have to have money. If you can't earn the money, you can't consume. And the entire tower comes toppling down. You would think that that was an obvious thing, that anyone could see that, and that therefore we have to put systems in place, provision for when the automation does come in a big way, that there will be some provision to allow this consumer society to continue. But I look at what's going on in America at the moment, I look at what's going on in my own country at the moment, and I see the most intransigent fucking stupidity rampant. And what this stupidity mostly seems to consist of is looking desperately nostalgically at the past. So the people who are supposed to be leading us, the people who are supposed to be making the big decisions for our future, are facing the wrong way. They are looking at the past and wishing they could go back there. As you'll all know, that yet is not feasible. So my concern is that, yes, jobs are going to evaporate, automation will start to take over in a big way. The very structure of our society is going to become unstable. All of that is fine because that is just progress. That's how history happens. It's not a new process. That's always been going on. It's accelerating now, but it's not new. My worry is that we seem to be regressing at a political level to a kind of backward-looking, tribalistic essentialism, which cannot address these issues, and that's what really frightens me. It's not that the actual disappearance of work doesn't frighten me, but the failure of human thinking in the face of modernity really terrifies me, because the people who need to be thinking about this and making plans and organising are doing the exact opposite.